Blaise Menjiwa, c'est un retraité heureux qui se fait plaisir en faisant des documentaires, qui est auteur-réalisateur de documentaires pour la télévision. Et depuis que j'ai pris ma retraite de mon premier métier, qui était celui d'assureur. Ah là là, mon actualité aujourd'hui, je suis en post-production de mon prochain film sur le couple Domino, une histoire de France multicolore. C'est un regard sur le couple Domino à travers l'histoire de France. Ce couple Domino qui est constitué d'un homme blanc ou d'un homme noir et avec une femme blanche. Domino, pourquoi ? Parce que en France, quand on dit couple mixte, ça renvoie plutôt légalement au mariage d'un Français ou d'une Française avec un étranger. Alors, pour resserrer un peu ceci, même si dans le public, les gens pensent couple mixte noir et blanc, j'ai utilisé le terme domino en référence au jeu de domino pour désigner donc ce couple noir et blanc. Et donc, ce film porte sur ce couple, le regard social sur le couple domino dans l'histoire de France. Ça va balayer de la période de l'esclavage en passant par la colonisation, 20e siècle jusqu'à nos jours. Et dans ce film-là, on va faire intervenir des personnages de toute classe sociale, de tout âge et de différentes régions de France, y compris la France ultramarine. Je fais des films documentaires pour Canal+, pour TV5, pour France Télévisions, voilà. Allez, je vais prendre les plus récents. La vraie histoire du zouk, ce genre musical très caractéristique des Antilles françaises. Ensuite, j'ai enchaîné avec le monde racisé du cinéma français qui parle de la représentation des acteurs noirs dans le cinéma français. Pourquoi les acteurs noirs sont toujours confinés à des rôles stéréotypés, qui sont en relation toujours avec la couleur de leur peau, comme si la couleur de leur peau était déterminante dans leur identité. Cette problématique m'a interrogé et j'ai voulu porter un témoignage en faisant ce documentaire qui a été primé au Festival international du film panafricain de Cannes en 2020. Ensuite, j'ai fait un documentaire sur le rhum, sur la Guadeloupe, terre de rhum et des hommes. Parce qu'on parle souvent du rhum, mais on parle très peu des hommes et des femmes qu'il y a derrière le rhum. Parce que le rhum n'est pas quelque chose d'hors-sol, c'est un produit qui s'ancre dans un territoire, sur un sol, qui s'ancre dans une histoire, qui s'ancre dans une culture et qui est un élément d'une identité. Ce film-là, donc, parle de cela, parle de cet ancrage, de ce que c'est que le rhum dans la vie des hommes et des femmes qui sont derrière ce produit emblématique de nos régions. Oui, d'abord parce que je fais des documentaires, parce que je recherche ce qui relie les hommes les uns aux autres. Ça, c'est le fil d'Ariane de mes documentaires. Le fil d'Ariane de mes documentaires, c'est de rechercher ce qui nous relie les uns aux autres, c'est de rassembler tout ce qui est épars pour en faire un tout harmonieux. Alors, pourquoi l'explosion du rhum ? L'explosion d'abord dans la consommation et la multiproduction dans toutes les zones du monde aujourd'hui. Ça, c'est très intéressant. Jusqu'à il y a, disons, 40 ans, le rhum avait un passé qui était lié à quelque chose d'avilissant. Avec cela, il n'était pas considéré comme une liqueur du même niveau que le cognac ou le whisky. Et depuis quelque temps, il y a un renversement de paradigme sur cette liqueur qui n'est plus perçue du tout comme une liqueur avilissante, qui n'a pas d'origine noble, parce que les producteurs initiaux du rhum se sont réappropriés cette connaissance qu'ils avaient, ces connaissances qui ont été transmises de génération en génération, se sont réappropriés cet héritage-là pour en faire quelque chose de noble. C'est la sueur, le sang et les larmes de nos ancêtres qui ont abreuvé les sillons de canne à sucre à partir duquel on a extrait le rhum. Il n'y a pas de raison d'en avoir honte. Au contraire. Et ça, c'est ce qui s'est opéré depuis une vingtaine d'années, la réappropriation du rhum, qui fait que c'est un élément de notre culture, c'est un élément de notre identité,
Et c'est un élément d'identité qui est commun à toutes les communautés qui vivent dans ces régions, quelles que soient les origines aujourd'hui. Eh bien, pourquoi ? Voilà, c'est très intéressant cette question. Pourquoi toutes ces sociétés se jettent sur l'Europe ? Par cette volonté d'améliorer la qualité de nos produits, on est allé en Écosse chercher des barils de whisky dans lesquels on va faire vieillir le rhum. Et les Écossais, ils ne sont pas fous. Ils se sont intéressés. On allait en Amérique chercher des barils de bourdon. On allait en France chercher des barils de certains vins. Tout le monde s'y intéresse. Parce que le rhum, donc, va devenir une boisson, non plus une boisson utilisée pour faire des cocktails comme on le faisait auparavant, mais une boisson qui se boit pour elle-même, pour ses valeurs gustatives et qui vont être appréciées par des Japonais, des Écossais, des Israéliens, des Africains, des Sud-Africains, des Nord-Américains, voilà, et même des Français de métropole. Et il vient d'Asie, de Nouvelle-Guinée, en Papouasie. C'est là l'origine de la canne à sucre, qui a été donc emmenée par les colons qui traversaient l'Afrique jusque dans les Antilles françaises et en Amérique du Sud. À partir de là, la canne à sucre est plantée partout. Donc il y a ces plantations-là. Mais la globalisation, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le commerce triangulaire était déjà une préfiguration de la globalisation. Donc quand on va découvrir le principe de la fabrication du rhum, mais ça va s'étendre un peu partout. Le rhum, aujourd'hui, dans certaines écoles hôtelières, notamment dans nos régions, en Guadeloupe en particulier, est déjà une filière d'apprentissage. Et je suis très heureux que mon film, d'ailleurs, ait été choisi pour la formation de ces jeunes qui regardent ce film-là pour voir toutes les possibilités qui s'ouvrent à eux. Oui, j'ai eu la chance, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont d'origine africaine. Et dans les traditions, lorsqu'on venait demander la main d'une fille à ses parents, il fallait offrir une bouteille de rhum. Ça, parce que le rhum était une boisson rare à l'époque. Ça symbolisait la valeur qu'on accordait à la mariée. Donc le rhum est déjà, dans ce contexte colonial de l'époque en Afrique, une boisson rare, une boisson prestigieuse. Au Japon, par exemple, les Japonais sont férus de rhum. Ils sont venus chez nous, dans nos départements d'outre-mer, ils ont goûté des rhums et ils ont trouvé ça excellent. Comme ce sont des gens qui sont très exigeants sur la qualité des produits, ils se sont intéressés à cela. La preuve, c'est que pas très loin, à Tahiti, il y a maintenant des rhums. Il y a des rhums qui se font au Vietnam. Tiens, Sampan, que je vous invite à aller voir. Tous ces pays-là sont aujourd'hui dans le rhum. C'est une très bonne initiative que vous avez prise de créer ce mondial du rhum. Parce que ça va permettre d'abord un échange de connaissances. Derrière le rhum, il y a tout un circuit économique. D'abord, les plantations de canne à sucre, les distilleries qui vont se monter, les activités induites, c'est-à-dire ceux qui vont fabriquer les tonneaux pour cela, le tourisme. Tout ça, ce sont des activités connexes à cette activité principale qui est celle de produire du rhum, qui est extraordinaire. C'est partout dans le monde. Il faut que les gens découvrent ce qu'il y a derrière le rhum. Il faut que ce mondial puisse permettre aux gens d'avoir une vue plus large, beaucoup plus large, qui va même au-delà du rhum, c'est-à-dire avec tout ce qu'il y a derrière comme activité économique, comme perspective pour des jeunes aussi de se lancer dans des carrières, que ce soit des carrières adjacentes ou des carrières en lien direct avec le rhum. On le sait bien que cette boisson-là va se développer de plus en plus. On a plusieurs formes de rhum. On a le rhum français, ce qu'on appelle le rhum agricole, et le rhum industriel, qui est le rhum fait par les pays d'Amérique du Sud à partir de la mélasse, alors que nous, notre rhum agricole est fait à base de pur jus de canne. C'est une différence fondamentale. Ce mondial va apporter à cette boisson une visibilité, une notoriété extrêmement importante, aussi bien pour les producteurs, les politiques de développement de ce rhum, et puis permettre aussi une connexion entre tous les intervenants sur ce marché, ce qui devient de plus en plus mondialisé.